Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale qui va être en fait une réponse de survivaliste aux idées, arguments et espoirs avancés par le fameux Pablo Servigne, un des pères de la collapsologie. Et enfin je dis ça pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors je vais commencer par dire que j'aime bien Pablo, j'aime bien son honnêteté intellectuelle. J'ai lu tous ses livres et je les ai dans ma bibliothèque. Et grâce, on va dire, à sa façon de présenter les choses, j'ai pu convaincre une partie de ma propre famille de l'imminence de l'effondrement. Donc rien que pour ça, un grand merci pour lui, enfin à lui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ses livres, je vous encourage à les lire ou à regarder ses conférences en ligne qui sont, on va dire, globalement très bien. Surtout pour l'aspect analyse de la situation. Pour les solutions, on va en parler. Alors ce dont Pablo Servigne manque aussi est en fait une discussion avec un survivaliste, car il est quand même, on va dire, assez caricatural quand il parle de nous. Donc, si cette vidéo arrive à lui, voilà Pablo, je suis un survivaliste qui ne te méprise pas et qui ne te prend pas pour une grosse merde. Alors, je ne suis pas surarmé dans un bunker et à avoir peur comme tu le vois. Je suis, on va dire, assez ouvert et je pense civilisé. Voilà, et ouvert, on va dire, à la discussion. Donc si je peux faire évoluer, on va dire, positivement l'image des survivalistes, je serai très honoré. Et enfin, disons, je suis vraiment très sincère en disant ça. Alors pour revenir donc vers les travaux on va dire de Pablo Servigne, en gros, il y a toujours deux volets chez Pablo Servigne. Et alors le premier volet, on va dire, qui est plus, on va dire, un constat rationnel et basé sur on va dire, des rapports scientifiques, donc sur des analyses, on va dire, fondées. Alors sur ces analyses et ces constats, je suis, on va dire, tout à fait d'accord avec lui sur la grande majorité des choses, pas tout, mais je suis assez d'accord, on va dire, sur l'essentiel. Alors maintenant, vous allez me dire, mais si tu es d'accord avec lui, à quoi sert cette vidéo? Eh bien, là où lui et moi, on va dire, nous divergeons, et sur, on va dire, le second volet de son discours, qui est le volet des solutions proposées. On va dire qui n'est plus alors factuel, mais qui est plus, on va dire, idéologique et subjectif, car il traite aussi de l'imaginaire, de l'après-effondrement, et on va dire comment agir. Alors bien sûr, je résume énormément, et tout résumé ou raccourci ne fait pas toujours justice, et je vous invite donc à écouter et lire vous-même Pablo Servigne pour comprendre les nuances et les subtilités, on va dire, de son discours. Voilà, donc ceci étant dit, on va maintenant entrer dans le vif du sujet et tenter d'apporter, on va dire, euh, une réponse honnête du point de vue survivaliste aux espoirs et à l'imaginaire de Pablo Servigne à propos de l'après-effondrement. Alors, dans une de ses interventions, il résume très bien sa pensée avec la fable de La Fontaine, de la fameuse fourmi et de la cigale, et plus tard de l'histoire des trois petits cochons. Donc, en gros, il dit qu'aujourd'hui, les survivalistes sont comme la fourmi qui se prépare et préviennent la cigale que l'hiver et les temps difficiles arrivent. Alors, ce qu'il dit, enfin, disons que ce qu'il ne dit pas est que la cigale choisit de ne rien faire, de ne pas se préparer, puis il conclut en disant que lorsque l'effondrement arrive, la fourmi ferme sa porte à la cigale. Et là, on va dire, la laisse crever en disant « je t'avais prévenu ». Alors ça, c'est son constat que je partage tout à fait, et c'est exactement ce qui va se passer. Ensuite, il présente l'histoire des trois petits cochons en disant que les deux premiers ne sont pas préparés et voient leur maison, leur sécurité, on va dire, détruite. Et ils vont ensuite chez le troisième petit cochon, qui est, on va dire, le survivaliste qui s'est préparé, lui, en construisant, on va dire, une maison solide qui résiste aux dangers. Et ça, pendant évidemment que les deux autres prenaient du bon temps. Mais lui, il ouvre sa porte aux deux petits cochons. Alors Pablo Servigne en conclut que les gens qui sont des cigales doivent se rapprocher des survivalistes afin qu'ils leur ouvrent la porte quand l'effondrement sera là.
il part du principe qu'on aide plus volontiers, on va dire, ceux et celles qu'on connaît bien. Donc, pour dire les choses clairement, il veut que les fourmis survivalistes deviennent le troisième petit cochon qui va accueillir les cigales quand l'effondrement va arriver. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi ce projet est, on va dire, complètement irréaliste et qu'aucun ou très peu de survivalistes vont accepter de jouer le rôle du troisième petit cochon. Alors, commençons par traduire cette vision dans le concret. Alors, l'espoir de Pablo Servigne est que les survivalistes accueillent les cigales, donc les non préparés, et partagent leurs ressources pour que tous survivent. Alors, première réponse va être mathématique. Alors, un survivaliste a à peine de quoi survivre lui-même, et au mieux, il peut accueillir, on va dire, une poignée de personnes, et il accueillera, on va dire, en priorité son clan, donc sa famille. Et même s'il vous connaît, que vous avez tissé des liens avec lui, il ne vous aidera pas, car il n'aura tout simplement pas la masse calorique pour vous. Alors, il faut réaliser que pour survivre à l'effondrement, il faut au moins minimum 1 an de nourriture pour tenir le temps, on va dire, que les récoltes soient prêtes pour vous donner les chances de survivre sur le long terme. Et donc, pour vous donner donc, une idée pratique, il faut au moins 170 kilos de pâtes pour nourrir une personne pendant ce temps. Donc, comptez à peu près 200 kilos de nourriture par personne. Et dites-vous que 200 kilos de nourriture par personne, ça prend énormément de place. Donc, premier argument rationnel, même si le survivaliste le voudrait, il ne pourrait pas vous accueillir. Parce qu'il n'a pas les stocks, il n'a déjà pas l'argent pour acheter ses stocks et beaucoup n'ont pas non plus la place pour stocker ses ressources. Donc, rien que cet argument en soi clôt déjà en fait le débat, mais on va continuer à expliquer pourquoi les cigales n'ont en fait aucune chance de survie. Alors maintenant, abordons le sujet qui est très sensible chez les cigales et c'est l'émotion. Alors, un point que Pablo Servigne néglige complètement est le ressenti des survivalistes envers les cigales. Alors, pour clairement définir les cigales, ce sont des gens, on va dire, principalement plutôt de gauche, citadins qui ne savent quasiment rien faire de pratique avec leurs deux mains, à part se servir évidemment d'Excel ou des produits high-tech ou smart-tech ou autres. Et voilà, donc ces cigales se voient en général comme des intellectuels progressistes de tendance, comme on dit, plutôt de gauche, et sont pour que tout soit fait en groupe, pour qu'il n'y ait pas de chef, pour qu'il y ait de la démocratie participative à tous les niveaux. Ils veulent bosser peu pour avoir du temps, pour profiter de la vie, et exprimer, on va dire, leur individualisme et personnalité à travers l'art qu'ils mettent au centre de beaucoup de choses. Alors ces idées partent évidemment du sentiment, on va dire, généreux qu'il faut partager pour que tout le monde ait de quoi vivre dignement et le plus agréablement possible. Donc ils sont pour la démocratie et les assemblées générales sans fin, pour éviter les tyrans et que tous aient leur mot à dire afin qu'on ne vous impose rien. Excusez-moi. Alors vraiment, il faut comprendre que chez les cigales, comment dire, ces idées, on va dire, partent vraiment d'un sentiment généreux. Et donc il faut comprendre que chez les cigales, toute leur logique et logiciel idéologique part de bons sentiments et de sentiments, on va dire, réellement généreux. Alors ce sont des gens qui ont du cœur et ne veulent pas du mal à autrui. D'où leur amour de la non-violence, de leur position contre les armes à feu, contre les chasseurs, contre le port d'armes, partant du principe que si personne n'est armé, il n'y aura plus de violence et que tout peut être résolu par le dialogue. Mais là où leur idéologie coince est que leur modèle ne fonctionne que si tout le monde joue, on va dire, le jeu. Et dans la réalité, il y a des gens qui n'ont pas envie de discuter et qui sont violents. Les cigales blâment et se moquent souvent, on va dire, des survivalistes car ils sont armés, mais un survivaliste n'ira jamais dans leur camp gauchisant pour les embêter. Par contre, un criminel ou un réseau mafieux ne s'en privera pas. Et les cigales ne sont pas sportifs, sont en général, on va dire, trop dépressifs ou émotionnellement trop faibles pour dépasser leur peur et affronter évidemment une situation dangereuse de face.
et ne sont pas, on va dire, équipés pour se défendre. Donc répondre à la question, mais qu'est-ce qu'une cigale? C'est en fait réaliser qu'ils n'ont aucune chance de survie, car ils sont des proies faciles sans défense. Et être, on va dire, en bas de la chaîne alimentaire, pour ainsi dire, est insupportable. Surtout pour des gens qui ont un ego souvent, on va dire, plutôt à tendance surdimensionnée, car l'ego d'un citadin, on va dire, qu'on classe de bobo, est assez gonflé, il faut l'avouer. Et donc, au lieu de regarder la réalité en face, de réaliser qu'ils sont en fait tout en bas de l'échelle, enfin de la chaîne alimentaire, et donc de travailler sur eux-mêmes pour s'améliorer, ils préfèrent taper sur les survivalistes, les humilier, les caricaturer, en faire des parias sur le plan social, avec l'espoir qu'après l'effondrement, les survivalistes vont les accueillir à bras ouverts dans le partage et l'harmonie. Vous voyez un peu le décalage. Parce que d'un point de vue, on va dire, survivaliste, c'est beau de parler de partage, de respect, de démocratie, mais il est où le respect pour nous, concrètement? Il est où le respect de notre opinion sans être réduit à une merde humaine parce qu'on est pour les armes ou contre vos idées? Il est où le concret de votre idéologie pour nous survivalistes? Parce que nous survivalistes, on ne voit que peu de tolérance envers nous, que peu de respect, et on sent le mépris. On sent et on l'a subi, et puis surtout on sent et on subit la, comment dire ça, la mise au banc pour avoir des idées qui ne sont pas forcément progressistes et politiquement correctes. Donc oui, les cigales se charment entre eux par de beaux discours humanistes, mais dans les actes, les cigales ne sont en rien humanistes et ne sont en rien tolérants. Donc espérer que les survivalistes vont vous ouvrir les portes, c'est juste, pour dire les choses un peu dures, c'est de la folie furieuse. Donc commencez déjà à nous respecter, à respecter que certains veuillent le droit à avoir des armes à feu par exemple. Apprenez à respecter que nous aussi, on veut être nous-mêmes sans avoir à rougir en société. N'oubliez pas que lorsque l'effondrement sera là, ce seront les cigales les demandeuses, et non les survivalistes. Donc vraiment, je ne peux que vous inviter à changer votre logiciel idéologique, et si vous espérez si vous espérez qu'un survivaliste vous ouvre sa porte, vous devez vraiment changer votre manière de penser et de voir le monde. D'ailleurs, petite parenthèse amusante, un des héros des cigales est le personnage de V dans le film V pour Vendetta, mais quand on regarde le personnage, il est armé, il est archi violent et il ne discute pas dans la non-violence. Il tue et voilà, comme je dis, il est très violent, mais ça ne semble pas gêner les cigales, bizarrement. Bref, petite parenthèse fermée. Donc voilà, donc les cigales pensent qu'ils peuvent, on va dire, tisser du lien avec les survivalistes, mais c'est irréaliste car leur idéologie, souvent, on va dire plutôt gauchisante, sans vouloir être méprisant, est plus ou moins anarchiste et souvent, on va dire, à l'opposé radical des idées des survivalistes. Et les survivalistes ne vont pas oublier que les cigales ont passé leur vie à tout faire pour leur mettre des bâtons dans les roues, en les présentant comme des tarés, des psychopathes, des consanguins, en faisant tout pour en faire des parias dans la société, et en se battant férocement pour durcir les lois sur les armes, par exemple, etc. etc. Et j'en parle, ce sont juste que quelques exemples. Donc sur le plan, on va dire, émotionnel et idéologique, un survivaliste n'attend pas la venue d'une cigale qu'il a combattue pendant des années. Et ça, c'est un point que Pablo Servigne néglige complètement. Donc néglige complètement ces couleuvres que les survivalistes ont dû avaler et avalent encore aujourd'hui, à cause des cigales. Donc Pablo Servigne part du principe qu'en discutant on peut s'arranger, mais il ne réalise pas la masse de souffrance et d'humiliation que les survivalistes ont dû souffrir à cause des cigales, et ça ne part pas avec un bon verre de vin et une petite discussion au coin du feu. Non, le mal, on va dire, est plus profond. Et il ne réalise pas que les survivalistes ne leur ont pas déclaré la guerre. Ce sont eux qui se sont montrés ultra hostiles vis-à-vis des survivalistes et de leurs idées. Voilà, donc ensuite sur le plan, on va dire, idéologique, un survivaliste n'est pas pour le partage équitable et la mise en commun,
car pendant que la cigale chantait et profitait de la vie, le survivaliste, lui, a préféré ne pas aller en vacances, par exemple, ou acheter de beaux vêtements pour pouvoir acheter le matériel nécessaire, et donc, ou bien se payer les formations nécessaires, et pour collecter les ressources dont il va avoir besoin. Et personne n'a envie, on va dire, de donner gratuitement le fruit de ces sacrifices, surtout à ceux qui ont pris du bon temps au lieu de se préparer. Et ça aussi, c'est un point que Pablo Servigne néglige, c'est le coût que représente la préparation. Donc le coût en argent, le coût en temps et le coût personnel, car sa personne, survivaliste ou non, n'est prêt à brader ou à dilapider pour les autres, on va dire, cette valeur, ce bien qu'il a accumulé. Et surtout, quand ces personnes-là ont profité à fond de la vie sans faire de sacrifices. Moi, par exemple, en 10 ans, je ne suis allé qu'une seule fois en vacances, en Autriche, pendant une semaine. Et j'ai sacrifié à peu près 10 ans de vacances pour me préparer. J'ai sacrifié bien plus, mais je prends un exemple. Donc oui, mes stocks ont énormément de valeur. Et beaucoup, on va dire, de survivalistes sont dans mon cas. Et pour eux, ça va être très difficile de donner gratuitement le fruit de leur souffrance et sacrifice, surtout à des personnes qui ont passé leur vie à les humilier. Alors, excusez-moi si je suis, on va dire, un peu désagréable, mais à un moment, il faut dire les choses. Il faut crever l'abcès. Mais on va pousser un peu plus loin la réflexion. Et dites-vous que si un survivaliste ouvre sa porte aux cigales, que va-t-il se passer? Ou que risque-t-il de se passer? Eh bien, les cigales vont faire AG sur AG, et la conclusion, je peux vous la donner, c'est que les ressources du survivaliste vont rapidement fondre comme neige au soleil, pour assurer le bien-être maximum de chacun. De plus, il suffit de regarder les documentaires sur les éco-villages, par exemple, pour voir l'idéal des cigales, qui est en gros de bosser 2 heures par jour pour assurer le minimum vital pour tous et avoir du temps pour lire, pour rire, pour danser. Et il ne faut pas être Einstein pour réaliser qu'aucun survivaliste ne va accepter ce système. Et pourquoi vont se demander les cigales? Et nous allons leur répondre tout simplement. Alors un survivaliste sait que le danger sera continu, car il y aura pas mal de réseaux mafieux, de criminels et autres doomers, voire simplement des personnes désespérées prêtes à les attaquer à tout moment pour leurs ressources. Et on sait que ces gens ne veulent pas du tout discuter. Parce que tout simplement, soit ils sont dans une situation désespérée, soit ce sont des criminels. Donc forcément, la morale, ils ne connaissent pas. Et pire, surtout les criminels, on va dire, méprisent profondément les cigales non violentes. Et souvent, physiquement, on va dire, les cigales sont souvent, on va dire, bon, disons-le, physiquement et psychologiquement plutôt faibles. En tout cas, c'est comme ça que les criminels voient les cigales. Alors, je n'invente rien, hein. C'est bien parce qu'ils sont plutôt, entre guillemets, faibles, que Pablo Servigne a écrit un livre entier sur les émotions, sur comment se préparer mentalement et émotionnellement à l'effondrement, au lieu d'écrire un livre sur comment se préparer concrètement, matériellement à l'effondrement, ce qui aurait été plus intéressant, je pense. Mais ça, c'est une note personnelle. En tout cas, s'il écrivait un livre comme ça, je l'achèterais et je le lirais, bien entendu. Mais ça, on va dire, il ne peut pas le faire car il perdrait son public. Car les cigales de 50 ou 60 kilos ne veulent pas de discipline. Ce sont des consommateurs et non des acteurs. Ils ne veulent pas avoir la discipline de devoir s'entraîner quotidiennement et apprendre à se défendre physiquement. Sans parler évidemment d'investir du temps pour apprendre des connaissances concrètes de terrain. Hein. Et ça c'est un grand point, on va dire, de désaccord entre les survivalistes et les cigales. C'est justement ce point de la discipline. Parce que, bon, si on résume, je résume énormément, la cigale est assez, on va dire, babacool, rien ne presse et tout va bien se passer, et le survivaliste déteste cette mentalité, on va dire, laxiste, car lui, il s'impose une vraie discipline, il va s'entraîner, même quand il n'a pas envie, il se force à apprendre des techniques utiles de survie, allant de savoir faire un feu à devoir travailler le bois en passant par tuer et vider un lapin, ce qui n'est jamais agréable, hein, même quand on a l'habitude. Donc voilà, donc si vous voyez ce que je veux dire, et le fait, voilà, mais il le fait, le surveilliste fait ses efforts. Et voilà, car il sait, tout simplement, le surveilliste sait que
après l'effondrement, il ne pourra pas parasiter ou dépendre de quelqu'un qui aura ses connaissances et ressources. Donc il devra être autonome. Et on va dire 2 heures de travail par jour n'est pas assez pour assurer, on va dire, le train de vie du groupe, allant de couper le bois, à travailler les champs, passant par n'importe quelle action, allant de purifier de l'eau à produire la moindre chose. Alors dites-vous que gérer l'approvisionnement des ressources demande du travail, de la rigueur et de la discipline physique, qu'une cigale, on va dire, n'a pas ou n'aime pas avoir. Car si vous n'avez pas envie de maintenant vous casser le dos à aller chercher de l'eau, concrètement, personne ne pourra boire le soir venu. Et la cigale pourra trouver toutes les excuses qu'elle veut, mais si le travail n'est pas bien fait et fait à temps, le résultat est qu'on manque d'eau et ça peut mener à des situations tragiques, ce qui évidemment va frustrer le survivaliste. Et pour garantir que tout le monde fasse son boulot, on va dire, à temps et comme il faut, et non superficiellement, il faut, on va dire, des règles de fonctionnement. Voilà, qui sont clairement définies, et il faut aussi des punitions. Et qui dit règles et punitions, dit au moins une personne qui fait respecter les règles et punit ceux qui ne respectent pas les règles. Et là, vous avez un autre point divergent entre survivaliste et cigale, c'est que les cigales n'aiment pas qu'il y ait de chef, ni de règles contraignantes, car, on va dire, pour résumer, ça les prive de liberté, les règles entravent, on va dire, leur individualisme et les empêchent de pleinement exprimer leur individualité. Bon, je résume, hein, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Ensuite, il y a le sujet sensible de la défense. Alors, comme les cigales ne sont pas armés, ils sont incapables de se défendre physiquement. Et donc, ils dépendent à 100% du courage et de la prise de risque des survivalistes, mais ils ne se posent jamais la question pourquoi un survivaliste devrait-il risquer sa vie pour lui? Pour la cigale, c'est normal qu'on le serve, mais mettez-vous à la place du survivaliste, qui doit prendre les risques physiques réels. Hein. Pourquoi le ferait-il? Qui êtes-vous pour lui? Voilà un grand point de désaccord. Un survivaliste ne voit aucune raison de risquer sa vie pour défendre une cigale, qui en plus veut être son égale, alors que le survivaliste ne voit pas du tout la cigale comme un égal. Car il n'arrive pas à son niveau de préparation physique, il n'est pas son égal en compétences diverses pour la survie. Et ça aussi, c'est un point que Pablo Servigne néglige complètement, c'est qu'aucun survivaliste n'est prêt à accepter de voir, on va dire, comme un égal, une cigale qui n'a aucune vraie compétence utile à un groupe en situation de survie. Et pourquoi le devrait-il? Au nom d'une idéologie égalitariste où les faibles sont les égaux des forts, qui prennent tous les risques et font le gros du boulot sans avoir le moindre avantage ou compensation? Non, la vie n'est pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme ça. Et là, j'invite les cigales à se mettre, on va dire, à la place des survivalistes et à se poser donc la question suivante: j'apporte quoi à un survivaliste qui va justifier, qui va partager ses ressources précieuses avec moi? Si la réponse est idéologique du genre il faut être humain, les valeurs d'égalité, la morale, blabla, ensemble les plus forts, etc., là vous êtes complètement à côté de la plaque, car vous n'apportez rien de concret aux survivalistes. Alors si la réponse est du travail vague, du genre travailler dans les champs, s'occuper des enfants, faire de la cuisine, bref, vous n'apportez rien de concret. Les bonnes réponses sont des compétences concrètes et non 3 idées après avoir vu une vidéo sur YouTube. Donc on parle de compétences concrètes. Et là, on parle de réellement savoir s'occuper d'un potager avec des années d'expérience, savoir pêcher, savoir s'occuper d'abeilles, connaître et préparer les plantes médicinales et avoir beaucoup d'expérience, surtout l'expérience. Voilà. Ou bien savoir travailler le bois, etc. Bref, du concret et pas juste 3 connaissances ici et là. Mais on parle de vraies connaissances, on va dire vraiment de type professionnel. Voilà. Et si, on va dire, vous n'avez pas de compétences, il vous faut au moins être prêt à bosser dur et accepter, on va dire, l'autorité du survivaliste qui a les connaissances pratiques. Donc si vous avez cela, un dialogue est possible avec un survivaliste. Mais si vous arrivez les mains vides, sans connaissances professionnelles utiles, vous ne servez strictement à rien. Et un survivaliste n'a strictement aucun intérêt à partager ses ressources avec vous. Ces ressources ne seront que pour lui et pour sa famille. Alors un plus pour vous est que vous devez
oubliez, on va dire, vos idées de démocratie participative et acceptez le fait que c'est le survivaliste qui commande, car c'est lui qui possède les ressources, qui possède les connaissances, qui possède le terrain et qui possède les armes. Donc, il est le plus légitime, on va dire, à commander, sans parler du simple fait que vous êtes chez lui ou chez elle. Donc, si vous êtes capable d'accepter son autorité, un dialogue est possible. Et vous pourrez vous arranger avec lui ou elle sur la manière de s'organiser afin que le groupe survive. Bref, ce que je vous décris est la réalité. Les cigales, on va dire, sont faibles et les fourmis sont fortes, pour résumer. Et la fourmi n'acceptera d'aider la cigale que si elle accepte de servir la fourmi et obéir aux règles du clan, en quelque sorte. Alors évidemment, on ne parle pas forcément de tyrannie, hein, mais que le survivaliste, enfin, que vous acceptez que le survivaliste est le chef de clan. Voilà, mais on peut tout à fait négocier et parler avec le chef de clan. Mais au final, c'est lui ou elle qui décide, et pas vous. Et si cela vous dérange, bon courage pour survivre par vous-même. Et si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous-même, ben, vous pourrez vivre, vous ne pourrez pas vivre, quoi. Donc si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous-même, vous ne pourrez vivre qu'en étant un parasite. Et on va dire les parasites ne survivent jamais aux effondrements. Alors je m'excuse du terme très dur de parasite, mais c'est malheureusement ce que c'est que de vivre au crochet des autres. Donc soit vous devenez capable de pourvoir à vos propres besoins matériels et de sécurité, soit vous êtes obligé de vous mettre sous la protection de quelqu'un capable de vous entretenir, et ça a un prix, le prix d'une partie de votre liberté souvent. Alors la liberté est le privilège des forts et des indépendants. Alors quand on est dépendant des autres, on doit accepter de perdre quelque chose en échange, des ressources dont on a besoin. Et ceux qui le comprennent en premier auront une petite chance de survie, mais leur vie sera moins agréable qu'ils pensent, car ils devront réellement bosser plus que 2 heures par jour, et ça c'est dans le meilleur des cas. Alors petite précision, ceci ne vaut que si vous ne faites pas partie du clan survivaliste, hein, une vision où vous êtes vraiment un esclave. Si vous faites partie, on va dire, d'un clan survivaliste, vous n'êtes pas au service du survivaliste, vous n'êtes pas son esclave. Par exemple, dans mon clan, je n'impose pas ma volonté. On est plusieurs familles et on voit comment on s'organise entre nous, en famille, mais on accepte des personnes qui ne sont pas de la famille dans le clan. Alors, on ne peut le faire que, on va dire, parce que nous avons des règles écrites, des lois qui valent pour tout le monde, même pour moi. Alors ça ne veut pas dire qu'on va maltraiter les membres ou les exploiter. Non, évidemment, on va traiter les membres avec respect et de façon civilisée. Cependant, on a une loi claire et définie pour gérer les relations entre les membres. Alors en général, ce sont les zones d'ombre et les flous qui créent les tensions au sein d'un groupe. Et ça, on en est conscient et mon clan, et on gère, quoi. Donc, comme on a des règles claires et des punitions claires, on peut parallèlement donner beaucoup plus de droits et de liberté, car chacun est responsable. Voilà. Et si on abuse évidemment de sa liberté ou de ses droits, ben on est puni. Même moi, chef de clan. La loi s'applique à tout le monde, même à moi. Bref, pour dire les choses différemment, ce que vous pouvez faire, c'est aller autour de la table avec un survivaliste, et vous lui dites que vous êtes prêt, on va dire, à travailler pour le gîte et le couvert. Là, le survivaliste peut vous dire, bah, tu vois ce terrain de 1000 m², je peux t'apprendre à le cultiver, et ça va te coûter 4 heures de travail par jour en moyenne. Et c'est du travail assez pénible, mais vous allez pouvoir nourrir le clan et vous-même. Ensuite, il y a la question de la sécurité. Le survivaliste va vous demander, êtes-vous capable de vous battre? Bon, souvent la réponse va être non. Êtes-vous armé? Souvent la réponse va être non. Donc, qu'allez-vous faire en échange de la protection? Alors une réponse possible, c'est de, par exemple, vider une fois par semaine les toilettes sèches du clan, faire le ménage ou couper du bois, donc on va dire 1 heure de travail par jour en plus. S'ajoute à ces heures de travaux, d'entretien et de développement, voilà, s'ajoutent donc des travaux de développement comme la construction d'un poulailler par exemple. Et ce travail va vous donner à vous accès à des œufs et de la viande de poule en échange du fait que vous allez tous les jours les nourrir et je sais pas moi, 2 ou 3 fois par an, aller faucher à la main des champs pour produire du foin pour elles, quoi. Alors c'est à ça que ressemble, on va dire, être au service d'un survivaliste. Alors ce n'est pas forcément une tyrannie militaire où vous êtes un esclave, non.
c'est davantage des accords, on va dire, mutuels, où vous allez faire, disons, le gros du travail du pénible en échange de la protection, sécurité, gîte et couvert. Alors il y a un point avec lequel je suis tout à fait d'accord avec Pablo Servigne. Alors il dit à un moment que les cigales doivent aller à la rencontre des survivalistes et apprendre à les connaître, et il a 1000 fois raison. Les cigales peuvent apprendre beaucoup des survivalistes, car quand on écoute vraiment Pablo Servigne, il nous explique sa vision, on va dire, des survivalistes. Il dit que si on met 10 survivalistes dans une forêt, un an plus tard, ils se sont tous entretués, et cette réflexion montre qu'il ne connaît rien aux survivalistes. Alors il confond, on va dire, survivaliste et doomer en fait. Alors il y a beaucoup de différentes catégories de survivalistes, mais on peut les regrouper en gros dans trois grosses catégories. Alors, la première catégorie, ce sont les survivalistes qui sont assez light dans leur préparation, qui sont souvent, on va dire, des urbains. Alors eux se préparent pour des problèmes, on va dire, de court à moyen terme, et ont peu ou suffisamment pour tenir quelques jours, quelques mois, à un an, quoi. Mais c'est plutôt du light, quoi. Voilà. Ensuite, il y a la catégorie des survivalistes qui sont plutôt des preppers, qui eux sont plus dans le lourd, avec une bade, avec des armes, des années de nourriture en stock, un potager en fonction, des connaissances très poussées de terrain, et eux sont déjà quasi autonomes. Voilà. Puis il y a évidemment les doomers, qui sont des gens qui ont une grosse collection d'armes et de munitions, et qui ont repéré des éco-villages, permaculteurs et autres groupes de non-violents qu'ils pensent rejoindre avec leur arsenal après l'effondrement pour les faire bosser pour eux comme des esclaves, et ça par les contraires, par la violence. Eux sont des tyrans, hein. Eux sont des tyrans violents que les cigales ne pourront pas arrêter faute de capacité de défense. Et Pablo Servigne croit que tous les survivalistes, ou la majorité, sont des doomers. Parce que tout simplement la majorité des survivalistes est armée. Mais c'est faux, ce sont les doomers qui sont une minorité. Les survivalistes, on va dire, plus simples, plus modérés, sont légion, hein, sont plus nombreux, c'est la majorité. Donc vraiment, cette vision du doomer violent, c'est vraiment qu'une minorité au sein de la communauté survivaliste. Alors pour info, si vous mettez, on va dire, 10 survivalistes dans une forêt, eh bien un an après, vous avez toujours 10 survivalistes, car un survivaliste qui se respecte a des radios pour capter des messages, des informations avec des ondes à courte portée. Donc ils pourront facilement communiquer entre eux. Alors au début, ils auront une alliance, on va dire, plutôt défensive, du genre chacun reste chez soi et on se met ensemble pour se défendre. Et au bout de quelques mois, leurs réserves seront diminuées. Donc là, ils accepteront petit à petit de se mettre ensemble, chasser ensemble, puis pour produire, on va dire, des ressources dont ils auront besoin. Puis on s'entraide sur le plan médical, etc., etc. Et ça, Pablo Servigne le saurait s'il connaissait vraiment les survivalistes. Alors, il a raison de craindre les doomers, mais sa peur des survivalistes n'est pas justifiée, car on va dire, un survivaliste est pacifique, dans le sens où il n'ira jamais attaquer une communauté, sauf en cas évidemment d'extrême urgence, comme tout le monde, qu'on soit survivaliste ou pas, quoi. Mais le survivaliste n'est pas non violent, donc si tu l'attaques, il se défend. Mais il ne passera pas de lui-même comme ça à l'attaque par plaisir, ça il le fera pas. Voilà, donc moi ce que j'aime aussi chez Pablo Servigne, c'est qu'il est honnête intellectuellement, et entre le moment de la sortie de son premier livre et aujourd'hui, il a énormément évolué et cheminé. Il reconnaît lui-même être devenu, on va dire, un semi-survivaliste, et il s'est même rapproché d'un groupe de chasseurs de son village pour, on va dire, se mettre sous leur protection. Traduisons-le honnêtement, donc. Hein. Mais là où il atteint la limite de son idéologie est que les chasseurs ne le respecteront jamais totalement. Ils seront sympas avec lui et civilisés quand tout va bien. Ils aimeront bien car le garçon est très sympathique. Mais comme il ne tire pas, comme il doit être sûrement végétarien, un truc comme ça, les chasseurs ne le prennent pas au sérieux. Et surtout ne le voient pas comme un des leurs. Et en cas d'effondrement, ils vont pas chasser pour lui, malgré le lien qu'ils auront fait. Même malgré le lien que Pablo Servigne aura fait avec eux, car les chasseurs se regrouperont entre eux
pour se partager le peu qu'ils auront pu trouver, et ce sera pour leur propre famille. Et Pablo Servigne sera en fait très isolé. Au mieux, il aura la protection militaire des chasseurs, mais ce sera à peu près tout, car je ne crois pas, on va dire, qu'il a des connaissances utiles à une communauté. Après, je peux me tromper, bien sûr, je ne le connais pas personnellement, mais disons, il ne donne pas l'impression de connaître la préparation des plantes médicinales en détail, ou comment, on va dire, gérer une ferme en permaculture. Donc, au final, je crains qu'il espère être entretenu par la communauté en mettant ses maigres capacités au service de la communauté, en espérant recevoir beaucoup. Mais traduit en concret, je ne vois pas ce qu'il sait faire d'assez précieux et unique pour être, on va dire, entretenu. Je peux me tromper, je le souhaite, mais c'est l'impression que j'ai du garçon. Donc voilà, si vous voulez être accepté, on va dire, au niveau local, vivez comme les personnes locales, donc mangez de la viande, chassez, buvez du pinard au café du village, là vous serez pris, on va dire, beaucoup plus au sérieux, et vous ferez plus partie de la communauté. Voilà, donc j'espère avoir été clair et constructif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Donnez-moi aussi votre opinion, comme toujours, dans les commentaires également. Voilà, et je vous dis, préparez-vous, anticipez, et comme toujours, à la prochaine fois. Allez, ciao!